Aujourd'hui, Camus, comme c'est le rite de fin d'année. C'est le rite de fin d'année, Camus et Saint-Ex. Donc, on avait vu les autres années L'étranger, La chute. Et L'étranger et La chute sont deux romans qui, dit-on, font partie du cycle de l'absurde. Puisqu'il est de tradition de dire que chez Camus, et ce qu'il avait déjà anticipé dès son plus jeune âge, dès qu'il a commencé à écrire, il y a trois cycles. Le cycle de l'absurde, avec notamment L'étranger, le mythe de Sisyphe, le malentendu, les Caligula, en tant que pièce de théâtre, puisqu'on a toujours plusieurs styles littéraires, et comme conséquence de cette vision de l'absurde devant la vie, le cycle de la révolte. Le cycle de la révolte avec notamment le roman La Peste, bien connu, et surtout cet essai, qui n'est pas un roman, cet essai tout à fait magistral qui est L'homme révolté. Et l'absurde, la révolte, donne naissance au troisième cycle, qui est le cycle de l'amour, qui n'est pas spécifique de certaines œuvres, qu'on retrouve tout au long de ces œuvres, mais qui peut être s'épanouit dans ce fameux livre inachevé, Le premier homme, vous savez, dont il avait le manuscrit quand il a eu cet accident de voiture avec Gallimard. Donc le premier homme, qui est peut-être celui qu'on verra l'année prochaine, parce que c'est aussi très beau, comme ça on aura vu voilà, la totalité du cycle de Camus. Alors, donc dans ce cycle de la révolte, il y a bien sûr L'homme révolté, La Peste, et aussi une pièce de théâtre qu'il a rendue aussi célèbre, Les Justes, que vous connaissez sûrement. Alors, L'homme révolté, il paraît en 1951. 1951, donc 4 ans après La Peste. Et donc il l'achève en 51, donc 51 c'est 6 ans après la fin de la guerre. Et cet homme révolté, il considérera vraiment que c'est l'écrit qui représente la pierre la plus importante de son œuvre, c'est dire l'importance qu'il attachait à cette œuvre. Et évidemment, malgré la réception, on va dire, mitigée, voire polémique, que je vais aborder tout de suite après, que cet essai a eu, il n'a jamais renié ce livre. Bien au contraire, il dit « c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit, mais qui m'a valu plus d'ennemis que d'amis. Du moins, les premiers, donc les ennemis, ont crié plus fort que les derniers. Et parmi mes livres, c'est celui auquel je tiens le plus. » C'est lui-même qui le dit. Donc un livre important qu'il a beaucoup travaillé et qui contient en quelque sorte une confidence aussi. Il écrit « J'ai voulu seulement retracer une expérience, la mienne, dont je sais aussi qu'elle est celle de beaucoup d'autres. » Donc un livre dans lequel il a mis beaucoup de lui, beaucoup de son âme, beaucoup de ses réflexions sur la situation politique, historique dans laquelle il a écrit. Alors, vous savez qu'il il a eu 2 grands mentors, je veux dire, son instituteur, et puis son professeur de philosophie, Jean Grenier. Et lorsque Jean Grenier, donc son prof de philo, avait commencé à lire quelques extraits de L'homme révolté, il lui avait dit « Vous allez vous faire beaucoup d'ennemis.
prof de philo, hein, il était fin, intuitif. Vous allez vous faire beaucoup d'ennemis. Et là, on dit que Camus avait haussé les épaules en disant eh bien, on verra. Hein, et puisqu'il voulait que ce livre marque un tournant, comme il dit, le point de départ d'un nouvel humanisme. Donc il était ambitieux hein, avec cet ouvrage de poser les fondamentaux d'un nouvel humanisme. Et c'est vrai que dans cet essai, bon, il renverse toutes les grandes figures, toutes les idoles, tous les totems de la gauche, dont lui-même s'était nourri autrefois. Et en premier lieu, il s'attaque au communisme. Et il se trouve qu'avant que le livre ne soit entièrement publié, il y a quelques extraits qui ont comme ça, pas fuité, hein, mais qui ont été publiés dans des revues. Et immédiatement, ces extraits soulèvent une immense polémique. Et notamment les surréalistes, tout le mouvement des surréalistes, André Breton en tête, hein, sont révulsés et n'acceptent pas d'être critiqués, hein, comme ils le sont, parce qu'il y a quelques pages qui sont quand même assez bien écrites. Hein. Vous connaissez le style de Camus, c'est un très beau style, mais quand même direct. Voilà. Et les surréalistes n'acceptent pas qu'une de leurs figures tutélaires, le fameux comte de Lautréamont, soit critiqué par Camus, et donc les surréalistes, le mouvement surréaliste dans son ensemble, excommunie, hein, parce que c'est vraiment le terme qui convient, excommunie Camus. Et puis le 2 novembre, donc 51, L'homme révolté paraît en librairie. Ça y est, c'est plus simplement quelques feuilles dans des revues, mais il paraît en librairie. Et c'est aussitôt un succès. Au mois de juillet, plus de 60 000 exemplaires ont déjà été vendus, ce qui, pour l'époque, est quand même un grand succès. Et le livre est très bien accueilli à droite. C'est que, évidemment, n'accepte pas les intellectuels de gauche, hein, qui lui reprochent. Et Camus, sans perdre son humour, les interpelle en disant bah, « Écoutez, si la droite disait que la Terre est ronde, faudrait-il le nier ?» Bon, oui, si la droite, hein, les gens de droite disaient que la Terre est ronde, faudrait-il pour autant le nier? Et il avait un sens réparti assez important. Donc, comme toujours, hein, Camus prête attention à toutes les critiques, mais en fait, il attend quand même surtout la réaction d'un homme qui dirige les temps modernes, hein, qui est Jean-Paul Sartre. Et Sartre ne réagit pas. Donc Camus attend, et c'est au mois de mai 1952, hein, donc il a fallu attendre plus de 6 mois pour qu'il y ait une réaction dans les temps modernes. Et ce n'est pas un article de Sartre, c'est un article de Francis Janson, qui est un exégète, hein, pour pas dire l'exégète de la pensée de Jean-Paul Sartre. Et il écrit un article de 20 pages. À l'époque, on écrivait encore beaucoup, hein, donc 20 pages, dans lequel Janson, avec pas mal de violence, il dénonce l'humanisme mou de Camus, sa morale de Croix-Rouge, hein, donc d'être bien pensant, mais sans plus, et surtout Janson ne pardonne pas à Camus d'avoir critiqué les figures emblématiques, hein, de la Révolution française, notamment Robespierre, Saint-Just, d'avoir déboulonné un certain nombre d'idoles. D'avoir écrit aussi que la mort de Louis XVI fut un répugnant scandale, hein, c'est ce qu'écrit Camus, un répugnant scandale, et il lui reproche de piétiner les idéaux de la Révolution française. Et donc, à partir de ce moment-là, Camus devient la cible à abattre, puisque, en fait, il va faire une critique
une étude historique, mais une critique quand même très radicale de la notion de révolution. Et il faudra bien faire le distinguo entre la notion de révolte, évidemment j'y reviendrai, la révolte et la révolution. Et donc, voilà, l'intelligentsia, notamment parisienne, parce que ça se joue beaucoup à Paris, boulevard Saint-Germain, vous voyez, café de Flore, etc. Ça se joue beaucoup là. Et on reproche à Camus donc d'avoir jeté ces idéaux révolutionnaires par la fenêtre. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que pour Camus, toute révolution conduit inexorablement à la violence et au meurtre. Voilà, quels sont ces arguments. Alors, les temps modernes, la revue, donc, lui propose une réponse, puisque, pas les réseaux sociaux à l'époque, mais on répond par article interposé. Et donc, Camus écrit 16 pages de réponse, vous voyez, c'est très argumenté, et il ne cite pas Janson, il s'adresse au directeur de la revue Les Temps modernes, et à la fin de sa défense, donc point par point, il va faire comme une plaidoirie pour sa défense, et à la fin il y a cette fameuse phrase bien connue où il conclut qu'il est fatigué de recevoir des leçons de la part de, je cite, censeurs qui n'ont jamais placé que leur fauteuil dans le sens de l'histoire. Ça, c'est la fameuse phrase de Camus. Les piques sont violentes, de part et d'autre. Donc, de la part de censeurs qui n'ont jamais placé que leur fauteuil dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire, en fait, qui n'ont pas compris ce que l'histoire pouvait nous apprendre et avoir fait des erreurs historiques importantes. Et donc, Sartre, qui adore la bagarre, il adore se battre, et il rédige, et cette fois, sa propre réponse. Là, ce n'est plus par Janson interposé. Il rédige sa réponse, 19 pages. Vous voyez, c'est vraiment très argumenté. Et là, c'est très, très violent. C'est très violent, c'est vraiment des pages au vitriol où il essaie de casser, vraiment, de discréditer totalement Camus en lui parlant même de son incompétence philosophique. Enfin bon. Donc là, c'est l'apogée de cette fameuse brouille, comme certains vont dire, la brouille des existentialistes, parce qu'on dit à Paris, il y a du rififi chez les existentialistes, même si Camus a toujours réfuté le fait d'être existentialiste, ça c'est clair. Mais donc c'est l'apogée de la brouille, et à partir de là, Camus renonce à la polémique, et donc il fuit ce quartier de Saint-Germain où il risquerait de rencontrer des Sartriens. Et pour autant, il ne renie rien de ce qu'il a écrit. Il continue à s'accrocher à sa conviction que le communisme, comme le fascisme, sont des pestes, ce qui était déjà un peu le message de son roman La peste. Mais là, c'était un roman. Là, avec L'homme révolté, on a vraiment un essai. C'est un essai vraiment dense. Vous voyez, c'est quand même un pavé écrit tout petit. Et donc, là, vraiment, ce qui est un peu dommage, c'est que là, ce que je viens de vous raconter, c'est un peu l'écume. Mais c'est important, je pense, de le remettre dans le contexte pour comprendre pourquoi ce livre a provoqué tant de haine et tant de critiques. Parce que, on était dans une époque où le fait d'être anti-stalinien pour un homme de gauche était totalement insoutenable. Être anti-stalinien en étant de droite, c'était accepté. Être anti-stalinien et dénoncer le stalinisme
et de mettre communisme, fascisme, tout ça dans, dans la même étude, en étant quand même un homme de gauche, c'était totalement impardonnable. Hein. C'était blasphématoire, oui. Puisque à l'époque, je vous rappelle que c'était l'époque où Sartre disait qu'être anti-communiste, tout anti-communiste était un chien. Hein, donc, bon, voilà. C'était très, très, très violent. Donc, voilà, je vous dis tout ça pour remettre le livre dans le contexte de l'époque et pourquoi, en 1951, c'était si délicat de dire un certain nombre de choses. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que toute cette, cette haine, ces critiques, cette écume qui s'est fait autour du livre n'a pas aidé à la connaissance du livre lui-même et de son contenu. C'est-à-dire c'était vraiment trop épidermique, trop passionnel, et peu se sont intéressés réellement au contenu du livre. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment intéressant de le lire, ou de le relire, parce qu'il y a vraiment une analyse dense, riche et vraiment intéressante. Et dans les 60 pages, ils ont bien dû dire quelque chose quand même. Ou c'était que polémique? Non, c'était pas que polémique, c'était argumenté. Mais en fait, Camus reprenait des éléments de son livre, et Sartre répondait, puisqu'il y a une vision assez diamétralement opposée sur ce que c'est que la révolution, l'idéal révolutionnaire. Donc c'est normal qu'il y ait vraiment une bataille. Alors, donc voyons, une fois que cette écume est passée, puisqu'aujourd'hui tout ça paraît très, très loin, venons-en maintenant au contenu du livre. Donc, après avoir exploré les fondements de l'absurde, qu'on a vu dans L'étranger ou le mythe de Sisyphe, dès 1943, Camus plonge dans toute la masse de documents qu'il a amassés pour justement constituer ce deuxième cycle de la révolte, puisqu'il a déjà tout en tête, très, très tôt. La révolte dont le mouvement tout entier est entraîné par l'absurde, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que la révolte naît de ce constat de l'absurde. Et donc, il dit qu'il est nourri de son expérience dans la résistance et qu'il va s'y livrer en fonction aussi de son expérience. C'est aussi, c'est écrit, cet essai, une histoire de l'orgueil européen. Je cite, histoire de l'orgueil européen. Donc là, c'est aussi voir comment l'Europe en est arrivée là, au-delà, comme toujours, des personnes, au-delà d'un Staline, au-delà d'un Hitler. Qu'est-ce qui a fait que ce XXe siècle a été aussi sanglant? Et donc, si le cycle de l'absurde, avec notamment le mythe de Sisyphe, posait le problème de l'absurde et du suicide, parce que c'est toute la question, face à cet absurde de la vie, vous savez comment il définissait l'absurde, comme l'immense décalage entre les questions que l'homme se pose et les réponses qu'il reçoit, un vide abyssal. C'est ça l'absurde, c'est-à-dire l'homme pose un certain nombre de questions existentielles sur lui, sur sa vie, sur sa place dans le monde, sa position par rapport à Dieu, à la création, et il ne reçoit aucune réponse ou que des réponses faibles qui ne le satisfont pas. D'où ce sentiment d'un absurde, qu'il n'y a pas de sens. Et donc, par rapport à cet absurde, toute la question, vous savez que beaucoup de philosophes dans l'Antiquité déjà s'étaient posé le problème du suicide, qu'ils récusent, mais ils posent la question.
Et avec la révolte, c'est une autre notion qui apparaît, c'est celle du meurtre. C'est-à-dire, c'est un essai sur le lien entre la révolte, ou comme on le verra, plutôt la révolution, et la notion de violence extrême, de meurtre. Donc c'est ça le sujet essentiel. Le propos de cet essai, écrit-il, est une fois de plus d'accepter la réalité du moment. C'est-à-dire, on ne fait pas l'autruche, on fait face. On fait volte-face, ce qui est l'origine étymologique du mot révolter. Révolter, on se tourne, on fait face. Bon, là, c'est ce qu'il dit aussi. Le propos de cet essai est une fois de plus d'accepter la réalité du moment, qui est le crime logique. La réalité du moment, pour lui, c'est le crime logique, et d'en examiner précisément les justifications. Ceci est un effort pour comprendre mon temps. C'est-à-dire, voilà, on est en pleine après-guerre, en pleine guerre froide, et il essaie de comprendre son temps, au vu d'un certain nombre de recherches historiques, mais aussi en fonction de son expérience. Et le livre commence par justement cette expression, cette phrase, sa première phrase, « Il y a des crimes de passion et des crimes de logique ». Les crimes de passion, crimes passionnels, bon, on sait ce que c'est, et les crimes de logique. Il va essayer de montrer que la révolution justifie ces crimes de logique. C'est-à-dire ces crimes qu'on fait en toute bonne conscience parce qu'on pense qu'on doit les faire, ils sont logiques. Ils ne sont pas des crimes de passion, réalisés sous la démesure de la passion, mais là, la démesure d'une logique poussée à ses extrêmes. C'est ça un de ses grands messages. Donc, accepter la réalité du moment qui est le crime logique. Le crime commis en argumentant que ceci est logique. Et donc, quelque part, qu'on a le bon droit avec soi. Qu'on est légitime, justifié à le faire. Donc, c'est un temps difficile, reconnaît-il, où sous la bannière de la liberté, on massacre au nom d'une doctrine d'État. Disons, là, le nazisme est derrière, lui, il a été vaincu, reste l'autre face de ce qu'Hannah Arendt disait, les deux visages du totalitarisme, c'est-à-dire le stalinisme, le communisme. Donc il veut étudier la révolte qui devient souvent le meurtre. Il veut comprendre l'évolution des idéologies qui sont initialement libératrices, parce que c'est ça le problème, des idéologies initialement libératrices, qui veulent libérer l'homme et qui promettent un avenir meilleur. Donc des idéologies initialement libératrices qui s'enferment dans un messianisme totalitaire. Un messianisme totalitaire, c'est un côté messianique, c'est-à-dire un peu semblable à une religion, les croyances, un messianisme totalitaire et qui détruisent l'idée de bonheur pour imposer l'esprit de puissance. C'est ce qu'il veut montrer, c'est qu'il y a une sorte de détournement de ces idéologies, notamment de l'idéologie marxiste, l'idéologie communiste, qui annonce qu'elle veut libérer l'humanité et qui, en fin de compte, ne fait que l'asservir un peu plus. Et il veut essayer de comprendre pourquoi. Et pourquoi aussi la Révolution française avait un magnifique idéal de libération des peuples de l'Europe, et pourquoi on a dès 1993 le phénomène de la terreur.
avec un Saint-Just, avec un Robespierre, et ce sont ces figures que Camus va étudier, mais aussi vraiment critiquer. Hein, enfin oui, un peu déboulonner. Alors, je vais vous lire quelques passages parce que je trouve que rien ne remplace voilà, d'être en contact avec le style camusien. Alors, ça c'est dans l'introduction. L'introduction qui est déjà très, 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 très riche. Il ne reste rien qui puisse nous servir pour répondre aux questions du siècle. L'absurde, comme le doute méthodique, a fait table rase. Parfois, il compare son argumentaire, enfin sa vision, à celle de Descartes et son fameux cogito. On retrouvera des analogies tout à l'heure. L'absurde, donc, comme le doute méthodique, a fait table rase. Il nous laisse dans l'impasse. Mais, comme le doute, il peut, en revenant sur lui, orienter une nouvelle recherche. Le raisonnement se poursuit alors de la même façon. Je crie que je ne crois à rien et que tout est absurde, mais je ne puis douter de mon cri et il me faut au moins croire à ma protestation. La première et la seule évidence qui me soit ainsi donnée à l'intérieur de l'expérience absurde est la révolte. Voilà. Donc là, c'est très clair comment la notion de révolte naît de cette conscience de l'absurde. La première et la seule évidence qui me soit ainsi donnée à l'intérieur de l'expérience absurde est la révolte. Privé de toute science, pressé de tuer ou de consentir qu'on tue, je ne dispose que de cette évidence qui se renforce encore du déchirement où je me trouve. C'est cette notion d'homme déchiré, enfin, d'homme comme abandonné dans le monde, qui se demande ce qu'il fait là. La révolte naît du spectacle de la déraison devant une condition injuste et incompréhensible. Mais son élan aveugle. Voilà. Donc, il va toujours justifier le bien fondé de la révolte. Ne pas se révolter, c'est se coucher, c'est accepter que le monde n'ait pas de sens et que sa vie même n'ait pas de sens. Donc, la révolte, pour lui, elle est créatrice, elle est toujours positive. Le problème est le suivant. Donc, la révolte naît du spectacle de la déraison, très bien. Mais son élan aveugle revendique l'ordre au milieu du chaos et l'unité au cœur même de ce qui fuit et disparaît. Elle crie, elle exige, elle veut que le scandale cesse et que se fixe enfin ce qui jusqu'ici s'écrivait sans trêve sur la mer. Alors ça c'est très important, on y reviendra largement, c'est que cette vie, cette déraison qui a, et ce côté créatif qu'il y a dans la révolte, est tué lorsque la révolte commence à vouloir mettre de l'ordre et un ordre absolu. Il faut bien retenir le terme d'absolu. On y reviendra largement. Voilà. Et que se fixe, vous voyez, que les choses se fixent, qu'elles deviennent figées et qu'elles incarnent quelque part cette soif d'absolu. Ça sera tout le sujet de l'essai. Son souci est de transformer la révolte. Mais transformer, c'est agir. Et agir, demain, sera tuer alors qu'elle ne sait pas si le meurtre est légitime. Agir demain sera tuer, sera le fait de tuer.
alors qu'elle ne sait pas si le meurtre est légitime. Elle engendre justement les actions qu'on lui demande de légitimer. Il faut donc bien que la révolte tire ses raisons d'elle-même, puisqu'elle ne peut les tirer de rien d'autre. Il faut qu'elle consente à s'examiner pour apprendre à se conduire. Et c'est ça qu'il veut étudier. C'est comment, enfin le grand message, c'est comment continuer à se révolter, ce qui est sain et constitue un peu la dignité de l'homme, sans que ceci légitime le meurtre. Le crime logique. Toute la question. C'est intéressant parce que on a parlé beaucoup ces dernières années, par exemple, du mouvement des indignés, enfin, d'Espagne, avec le fameux livre d'Essel, indignez-vous. Il y a comme une sorte de progression. L'indignation est quand même en dessous, en termes d'action et de puissance, à la révolte. La révolte est plus puissante. Mais ça a à voir aussi. Quand même. Alors, je continue, c'est la fin de l'introduction. 2 siècles de révolte métaphysique ou historique s'offrent justement à notre réflexion. Donc, ça, c'est ce qui va structurer le livre. Toute une partie, la révolte métaphysique. Deuxième grande partie, la révolte historique. Comment la révolte métaphysique devient révolte historique. Et c'est là où il y a la déviance. On verra comment ça se passe, parce que c'est tout un processus historique qui va étudier aussi. Un historien seul pourrait prétendre à exposer en détail les doctrines et les mouvements qui s'y succèdent. Du moins, il doit être possible d'y chercher un fil conducteur. Les pages qui suivent proposent seulement quelques repères historiques. Il ne s'agit pas d'une analyse exhaustive de l'histoire de la révolte, même depuis la révolte de Spartacus, bien connue. Donc simplement quelques repères historiques et une hypothèse qui n'est pas la seule possible. Vous voyez, il ouvre. Il ne dit pas, voilà, c'est comme ça et pas autrement. C'est quelques repères historiques et une hypothèse, qui n'est pas la seule possible. Elle est loin d'ailleurs de tout éclairer. Oui, donc il est quand même modeste dans son propos. Mais elle explique en partie la direction et presque entièrement la démesure de notre temps. L'histoire prodigieuse qui est évoquée ici est l'histoire de l'orgueil européen. Voilà, ça c'est la fin de l'introduction. Donc comprendre cette époque de démesure. Et donc, à cette première évidence de la révolte, Camus attribue le même rôle que le cogito cartésien dans l'ordre de la pensée, c'est-à-dire le fameux « je pense, donc je suis ». C'est-à-dire, je peux douter de tout, le doute méthodique, je doute de tout, je fais table rase de tout ce qu'il y a eu avant, je doute de tout, mais pour douter, il faut quand même qu'il y ait une pensée. Parce que sans pensée, je ne peux pas douter. Donc, je pense, donc je suis. Mon identité, elle est dans le fait de penser. Et lui, il va s'inspirer de ça, mais va le transformer, puisqu'il dit fondamentalement, la révolte, même si elle est au départ individuelle et individualisée, elle est quand même le témoignage de quelque chose de collectif et d'universel. Et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse expression, parce qu'il est vraiment aussi quand même le champion des expressions qui font tilt, la fameuse expression « je me révolte, donc nous sommes ». Voilà. Donc, je pense, donc je suis, je me révolte, donc nous sommes. Puisque derrière chaque révolte, il y a quelque chose qui dépasse le simple personne qui se révolte. Et il va expliquer pourquoi.
Donc ça c'est, vous voyez comment, bon, hein, il s'inspire du cogito et il le transforme. Donc un petit peu plus loin, donc ça c'est dans la première, le tout début qui s'appelle L'homme révolté, où il y a beaucoup d'éléments fondamentaux. Il écrit ceci. La pensée révoltée ne peut donc se passer de mémoire. Elle est une tension perpétuelle. Ça, c'est très important parce qu'il va le développer jusqu'à la fin, où on va trouver cette fameuse proposition de la pensée de midi, hein, qui est bien définie par le fait d'être une tension perpétuelle. C'est-à-dire, ce que Camus propose dans cette pensée de midi, il reviendra tout à l'heure, c'est pas des réponses absolues, toutes faites, définitives, figées. Cette pensée de midi, c'est pour ça qu'il l'appelle, il reprend l'expression de Nietzsche. La pensée de midi, c'est un état de tension. Comme la tension d'un arc. C'est l'image aussi qui va utiliser. C'est une tension perpétuelle. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, une tension? Ça veut dire que jamais rien n'est acquis, on peut toujours remettre en cause les choses. C'est un équilibre très fragile, très provisoire. Donc, la pensée révoltée ne peut se passer de mémoire, elle est une tension perpétuelle. En la suivant dans ses œuvres et dans ses actes, nous aurons à dire chaque fois si elle reste fidèle à sa noblesse première ou si par lassitude et folie, elle l'oublie au contraire dans une ivresse de tyrannie ou de servitude. C'est le grand sujet. Comment la révolte, qui est une tension perpétuelle et qui est positive, qui est bienfaitrice et qui est noble, qui est noble, l'homme révolté est un homme digne et noble, mais comment, par lassitude ou folie, cette révolte oublie le fait d'être dans cette tension permanente et plonge dans une ivresse de tyrannie ou de servitude. Il montre bien que c'est une question de vision, de mentalité profonde des peuples, et pas simplement un problème de personnes, de quelques personnes. En attendant, voici le premier progrès que l'esprit de révolte fait faire à une réflexion d'apport pénétré de l'absurdité et de l'apparente stérilité du monde. Dans l'expérience absurde, la souffrance est individuelle. Ça, c'est très important comme distinguo entre l'absurde et la révolte. Dans l'expérience absurde, la souffrance est individuelle. C'est pour ça qu'il y a l'idée du suicide. C'est un individu confronté à l'absurde qui est séduit par le suicide. Mais à partir du mouvement de révolte, elle a conscience d'être collective, elle est l'aventure de tous. C'est pour ça que, étant collective, étant l'aventure de tous, elle est noble, parce que c'est pas simplement qu'on cherche à répondre à sa question personnelle, individuelle, mais qu'on cherche à répondre à une question qu'à la limite tous les hommes se posent et qui peuvent donc aider à la solidarité entre les hommes, parce que c'est pas forcément se révolter, mais c'est aussi aider celui qui se révolte en se sentant solidaire de sa révolte. Donc ça c'est très important. Elle est l'aventure de tous, la révolte. Le premier progrès d'un esprit saisi d'étrangeté est donc de reconnaître qu'il partage cette étrangeté avec tous les hommes et que la réalité humaine en sa totalité souffre de cette distance par rapport à soi et au monde. C'est-à-dire qu'en fait, l'esclave, je ne sais plus, c'est un peu plus loin quand il explique que l'esclave qui se révolte
le fait pour lui, mais parce qu'il sent qu'il y a en tout être humain quelque chose de digne et de noble à défendre, au-delà de sa propre personne. Je crois que je vais l'expliquer après. Le mal qui éprouvait un seul homme devient peste collective. Dans l'épreuve quotidienne qui est la nôtre, la révolte joue le même rôle que le cogito dans l'ordre de la pensée. Elle est la première évidence. Donc la révolte est une évidence par rapport à l'absurde. Joue le même rôle que le cogito dans l'ordre de la pensée, elle est la première évidence. Mais cette évidence tire l'individu de sa solitude, ce que, en filigrane, apparaît que le cogito de Descartes ne met pas fin à la solitude de l'être qui pense. La révolte, pour Camus, oui. Elle tire l'individu de sa solitude, elle est un lieu commun qui fonde sur tous les hommes la première valeur. Je me révolte, donc nous sommes. Ça, c'est une phrase qu'elle mérite d'être impactante, dont on peut se rappeler, qui symbolise bien le problème de la révolte. Alors, il n'empêche que Camus va, dans l'essai, faire des portraits d'individus qui se révoltent, bien sûr. Il va citer le marquis de Sade, qui n'est pas toujours connu sous cet aspect-là de la révolte, mais qui là est étudié sous ce jour. Le comte donc de Lautréamont, dans ses poésies, Bakounine et un certain nombre d'anarchistes russes, et on va retrouver Dostoïevski, évidemment, qu'il va étudier, qui était déjà dans le mythe de Sisyphe. Donc, il va dresser des portraits d'individus qui se révoltent, mais la question essentielle, c'est comment cette révolte individuelle s'incarne dans la vie sociale et dans la vie historique. Comment ces êtres, ces révoltés, ces individus révoltés vont ensuite servir d'exemple ou d'inspirateur à quelque chose qui va beaucoup plus loin que la simple révolte individuelle. Donc, le côté positif de la révolte, c'est le fait qu'elle est révélatrice, comme il dit, de ce qui en l'homme est toujours à défendre. L'homme sent qu'il y a des choses importantes qu'on ne peut pas bafouer. C'est pour ça que ça renvoie à la notion de valeur. Qu'on ne peut pas bafouer, qu'on ne peut pas piétiner, qu'il y a des choses à défendre. C'est là où il dit, si l'esclave est prêt à mourir pour défendre une part de lui-même que son maître bafoue, c'est bien parce qu'il accorde à cette dernière une valeur qui va bien au-delà de sa propre personne, mais touche à l'humanité. Donc on a en tête cette révolte des esclaves à Rome, Spartacus. C'est pas la peau de Spartacus qu'il importe en priorité à Spartacus, c'est parce que il y a des valeurs de dignité humaine à défendre pour tous les esclaves, mais même au-delà des esclaves, chez tout être humain. La révolte tire l'individu de sa solitude, et c'est un lieu commun qui fonde sur tous les hommes la première valeur. C'est-à-dire que la révolte est ainsi ancrée dans la mémoire des peuples et des individus. Ça fait partie de notre patrimoine génétique en tant qu'être humain, la révolte. C'est Camus. Disons que, voilà, puisque chaque être humain a des valeurs et sent qu'il y a des choses à défendre. Et donc, il dit, il écrit, c'est très dense, mais il y a des phrases qui sont absolument ciselées magnifiquement.
l'analyse de la révolte conduit au moins au soupçon qu'il y a une nature humaine, comme le pensaient les Grecs. Alors, ce qu'il faut savoir, vous le savez, c'est que Camus est quand même un amoureux de la Méditerranée, hein, un amoureux de la lumière, du soleil et de la vision des Grecs. Je reviendrai tout à l'heure parce que c'est ce qui fait un peu le socle de la pensée du Midi. La notion d'harmonie et de mesure des Grecs. Vous savez que les Grecs étaient obsédés par l'hubris, de ne jamais tomber dans l'hubris. Et l'hubris, c'est la démesure. C'est ce qu'il va reprocher aux révolutionnaires, d'être tombés dans la démesure. Donc, l'analyse de la révolte conduit au moins au soupçon, vous voyez, il est quand même, dit pas il existe une nature humaine, non, au soupçon qu'il y a une nature humaine, comme le pensaient les Grecs, et contrairement au postulat de la pensée contemporaine. Pourquoi se révolter s'il n'y a en soi rien de permanent à préserver? C'est-à-dire que la révolte, elle est existentielle, elle est métaphysique. Ce n'est pas simplement une révolte pour défendre des possessions, des biens matériels. Elle est beaucoup plus existentielle que cela. Donc, quelque chose de permanent à préserver. À l'opposé, évidemment, qui a-t-il en ligne de mire? Eh bien, les Sartriens. Le credo sartrien qui a été vulgarisé en 1946 dans le fameux opuscule « L'existentialisme est un humanisme », où Sartre écrit qu'il n'y a pas de nature humaine. Vous voyez, donc là, vraiment, il répond à Sartre, il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir, c'est-à-dire il n'y a pas de valeur transcendante. Puisque s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a plus de transcendance. C'est la fameuse question que pose Dostoïevski. Alors, s'il n'y a plus de Dieu, est-ce que tout est possible? C'est pour ça qu'il structure son essai révolte métaphysique, révolte historique. Mais la révolte, elle est d'abord métaphysique, existentielle. Donc, il existe peut-être une soupçon qu'il existe une nature humaine. Donc là, il fait référence aux Grecs. Et là, c'est vraiment une pierre dans le jardin des Sartriens, disant il n'y a pas de nature humaine. L'existence précède l'essence, c'est-à-dire c'est une remise en cause de la vision de l'essence, des Grecs qui s'incarnent dans la substance ou dans l'existence. La révolte, donc, elle est fondatrice, et il définit la révolte comme étant ce mouvement, notamment la révolte métaphysique, ce mouvement par lequel un homme se dresse contre sa condition et la création tout entière. Un homme se dresse contre sa condition et la création tout entière, en tout cas, comme une certaine manière de concevoir la création. Parce que quand il fait référence aux Grecs, les Grecs avaient aussi une vision, pas la création, mais de l'émanation du monde. Le révolté, écrit-il, au sens étymologique, fait volte-face. Donc il se retourne. Il marchait sous le fouet du maître, le voilà qui fait face. Il oppose ce qui est préférable à ce qui ne l'est pas. Toute valeur n'entraîne pas la révolte, mais tout mouvement de révolte invoque tacitement une valeur.
C'est-à-dire, si on se révolte, c'est parce qu'il y a des choses auxquelles on croit et qu'il est juste de défendre. Donc, la révolte, bien sûr, on va la trouver aussi chez les existentialistes, bien sûr, hein, par rapport à cette absence de Dieu, hein, et d'absurde aussi. Hein. Là où les chemins vraiment vont diverger et carrément se tourner le dos, c'est dans, justement, faut-il justifier, légitimer le passage de la révolte à la révolution ou pas. Et là, il va se mettre aussi à dos, Camus, un certain nombre de phénoménologues dans la lignée de Merleau-Ponty. Parce que Merleau-Ponty avait écrit un livre qui s'appelle Humanisme et terreur. C'est-à-dire que quelque part, je simplifie, on pourrait justifier la terreur au nom d'un nouvel humanisme. Et là, Camus dit non. Là, non. Et il va introduire cette notion qui lui est si chère de limite. Il faut mettre des limites, il faut de la mesure. Alors évidemment, les surréalistes ou les sartriens vont dire c'est tiède, c'est fade. Qu'est-ce que c'est que cette révolte dans laquelle on met des limites? Ce n'est plus de la révolte. Parce que pour eux, la révolte, elle est entière, elle est jusqu'au boutiste. Et sinon, mieux vaut rester comme un bourgeois dans son canapé. C'est là où il va y avoir un gros... oui, un clash, une belle position. Hein? Alors, je vais lentement, hein, mais je pense que ça mérite aussi de lire quelques passages. Voilà, il reprend l'histoire de l'esclave, mais plus généralement. Si l'individu, en effet, accepte de mourir et meurt à l'occasion dans le mouvement de sa révolte, il montre par là qu'il se sacrifie au bénéfice d'un bien dont il estime qu'il déborde sa propre destinée. S'il préfère la chance de la mort à la négation de ce droit qu'il défend, c'est qu'il place ce dernier au-dessus de lui-même. Il agit donc au nom d'une valeur, encore confuse, mais dont il a le sentiment au moins qu'elle lui est commune avec tous les hommes. On voit que l'affirmation impliquée dans tout acte de révolte s'étend à quelque chose qui déborde l'individu, dans la mesure où elle le tire de sa solitude supposée et lui fournit une raison d'agir. Mais, il y a toujours après le « mais », il importe de remarquer déjà que cette valeur qui préexiste à toute action contredit les philosophies purement historiques dans lesquelles la valeur est conquise au bout de l'action. L'analyse, c'est là où il dit, l'analyse de la révolte conduit au moins au soupçon qu'il y a une nature humaine comme le pensaient les Grecs et contrairement au postulat de la pensée contemporaine. Pourquoi se révolter s'il n'y a en soi rien de permanent à préserver? C'est pour toutes les existences en même temps que l'esclave se dresse lorsqu'il juge que par tel ordre, quelque chose en lui est nié qui ne lui appartient pas seulement, mais qui est un lieu commun où tous les hommes, même celui qui l'insulte et l'opprime, ont une communauté prête. Même celui qui l'insulte et l'opprime, c'est-à-dire ça va au-delà de l'opposition bourreau-victime, quoi. Deux observations appuieront ce raisonnement. On notera d'abord que le mouvement de révolte n'est pas dans son essence un mouvement égoïste. Il peut avoir sans doute des déterminations égoïstes, mais on se révoltera aussi bien contre le mensonge que contre l'oppression. Et en outre, à partir de ces déterminations et dans son élan le plus profond, le révolté ne préserve rien puisqu'il met tout en jeu. C'est-à-dire, le révolté est celui qui met sa vie en jeu. Sinon,
là oui, ça peut être considéré comme quelque chose d'assez tiède. Il exige sans doute pour lui-même le respect, mais dans la mesure où il s'identifie avec une communauté naturelle. Donc, communauté des hommes, solidarité entre les hommes dans la révolte. C'est ça qui est vrai. Donc, pour Camus, la révolte, elle est toujours fondatrice, créatrice, et elle fait surgir vraiment les valeurs d'unité, hein, et de solidarité entre les hommes, aussi différents soient-ils. Et ça m'a fait penser à ce qu'on a vu à propos de totalité et infini de Lévinas, il y a, je sais plus, il n'y a pas longtemps. Hein. Ça ressemble un petit peu, c'est-à-dire il va défendre cette idée d'altérité dans l'unité, hein, mais pour fendre cette notion de totalité, et donc qui pour lui est totalitaire, conduit au totalitarisme. Bon, il va l'exprimer vraiment d'une autre manière, mais on a des points de ressemblance, hein, entre les deux visions. Alors, avant d'être politique, la révolte est d'abord métaphysique. Hein. Je disais, chapitre 1, révolte métaphysique, et ensuite la révolte historique. Et c'est là où il va étudier beaucoup d'exemples historiques, et notamment la Révolution française et ce qui suit. La révolte métaphysique, c'est comme ça que ça commence, est le mouvement par lequel un homme se dresse contre sa condition et la création tout entière. Donc, là, cette révolte métaphysique conduit Camus à aller très loin dans le rejet du Dieu, alors, il appelle le Dieu chrétien, mais qui est une certaine vision de Dieu, qui dit développé dans le judéo-christianisme, qui est un Dieu personnel, un Dieu tout-puissant, et quelque chose qu'il rejette aussi en bloc, c'est la souffrance rédemptrice du Fils. C'est-à-dire, il rejette une certaine vision, hein, chrétienne de Dieu, un Dieu personnel, un Dieu omnipotent, hein, puissant, et ce Fils qui se charge de toute la souffrance du monde pour l'humanité est quelque chose qui ne lui parle pas du tout. Donc il dit, ce mouvement de révolte n'est pas sûrement athée, mais sûrement blasphématoire. C'est-à-dire, c'est pas que Camus soit athée, c'est-à-dire rejette totalement la notion de Dieu, athée, sans Dieu. Non, il est plutôt dans une attitude de blasphème, c'est-à-dire de rejeter une certaine vision du Dieu chrétien. C'est pour ça qu'il n'a aucun mal à revenir et à s'inspirer de la vision grecque, où il y avait plein de dieux, mais qui n'étaient pas des dieux ni personnels, ni tout-puissants. Aucun, même Zeus. Hein. Même Zeus. Il n'est pas tout-puissant. Donc, c'est ça la révolte métaphysique. Une révolte de blasphème, hein, blasphématoire. Il dit, le Créateur, s'il existe, est tenu pour responsable de ce monde brisé et marqué par la mort. Le révolté moderne est enfant de Caïn plus que de Prométhée. Donc, il va avoir quelques pages sur la première révolte métaphysique, hein, avec Caïn et le meurtre, hein, d'Abel. Car
j'accuse un Dieu personnel et tout-puissant et refuse la souffrance rédemptrice de son Fils. Donc, chaque révolte, écrit-il, est nostalgie d'innocence et appel vers l'être. Alors là, vous voyez, il n'y a pas plus opposé au credo sartrien, existentialiste. Chaque révolte est nostalgie d'innocence et appel vers l'être, c'est-à-dire appel vers quelque chose qui transcende l'être humain. Appel vers l'être. Mais la nostalgie prend un jour les armes. Voilà, c'est ça le problème. Cette nostalgie de l'innocence ou de l'être prend un jour les armes et assume la culpabilité totale, c'est-à-dire le meurtre et la violence. C'est-à-dire, pour aller très vite, cette révolte métaphysique qui est quand même en recherche d'un absolu. Et le Dieu chrétien qui est proposé ne satisfait pas Camus dans cette recherche d'absolu. Donc, il y a une recherche d'absolu dans la révolte métaphysique. Mais quand la révolte métaphysique devient une révolte historique, c'est-à-dire qu'il y a la volonté d'incarner dans l'histoire cette recherche d'absolu, c'est-à-dire d'incarner concrètement, par l'action, cette recherche d'absolu qui reste abstraite dans la révolte métaphysique, mais là on veut vraiment l'incarner et donc faire l'histoire, c'est-à-dire utiliser l'histoire pour incarner cette révolte métaphysique, c'est là où ça se gâte. Pour dire les choses très trivialement, c'est-à-dire que cette recherche d'absolu dans le monde de l'action devient justification de la violence et du meurtre. Parce qu'elle est absolue, elle est recherche d'absolu. Et donc qu'on tue en se croyant totalement légitime parce que on pense que par le meurtre et la violence, on va atteindre dans l'histoire cet absolu. Ça va ? Donc, c'est pour ça qu'il y a un enchaînement. Révolte métaphysique, révolte historique. Et c'est là où Camus dénonce la déviation de l'esprit de révolte. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus se révolter, bon là j'anticipe un peu, il faut rester révolté d'un point de vue métaphysique, mais dans la révolte historique, ne pas utiliser les mêmes critères. Et donc, y introduire dans la révolte historique toujours de la mesure, de l'altérité, jamais quelque chose d'absolu. Et ça, c'est ce qu'Arendt aussi a très très bien montré dans les totalitarismes, nazis ou staliniens, c'est-à-dire que on justifie la terreur, quitte à sacrifier des générations entières, mais parce que le bonheur absolu est au bout. Et donc ça justifie toutes les violences, tous les meurtres. C'est pour ça qu'il associe et c'est là où la révolte devient révolution. Et il dit, vous connaissez peut-être la fameuse phrase qu'on a dit un jour à Louis XVI, « Mais sire, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. » Et là, on a coupé la tête du roi. Et il montrait que le fait de couper la tête du roi, c'est évidemment très symbolique, mais oui, ça tue quelque chose d'extrêmement profond et qui n'est pas justifiable. Ouais. Sans être royaliste pour autant, hein, c'est pas le problème. Il accuse la vision
judéo-chrétienne, c'est pour ça qu'il prend le personnage de Caïn, d'avoir été un appui à la justification révolutionnaire. Et les Grecs, non. Enfin, Prométhée, c'est l'exemple de celui qui transgresse, enfin, qui se révolte contre Zeus. Donc c'est l'image du révolté, mais les choses finissent pas du tout de la même manière. Prométhée, à la fin, il est libéré par Héraclès. Et il redialogue avec Zeus. C'est pas pareil. Donc lui s'inspire de cette vision grecque, où il est très, très marqué par ce qu'il appelle le tragique de l'existence. Le tragique de l'existence, c'est pour ça que les Grecs l'inspirent tant. Mais où, justement, la solution à ce tragique n'est jamais dans la démesure. Et pour lui, Caïn, c'est la démesure. C'est pas la même chose. Même si ça semble toujours des êtres révoltés. Ça va ? Oui. On va prendre un petit café ? Voilà. On y va. Donc, comme il dit, la suite logique de la révolte métaphysique, c'est la révolte historique. Donc, après la révolte métaphysique, on a tout le chapitre très important, très grand, sur la révolte historique. Donc la révolte historique, c'est une révolte métaphysique qui s'incarne dans l'histoire. Bon, ça peut sembler bébête, mais c'est... Il faut parfois dire des choses évidentes, mais qui ne sont pas tant que ça, en fait. Donc la révolte historique est une révolte métaphysique qui s'incarne dans l'histoire et qui tend à réaliser l'aspiration de l'homme à l'absolu, cette fameuse aspiration à l'absolu, à travers l'action historique. Et c'est là où il explique très bien que la révolte historique est une sécularisation de la révolte métaphysique. Révolte historique est une sécularisation, c'est-à-dire on enlève Dieu, mais c'est les mêmes ressorts de la révolte métaphysique, mais dans le siècle. On dirait aujourd'hui peut-être une laïcisation de la révolte métaphysique. Mais ce qui la caractérise, cette révolte historique, c'est qu'elle est toujours à la recherche d'un absolu et d'un homme neuf. Donc, il étudie dans le chapitre sur la révolte historique, il étudie le processus, il étudie différents aspects, d'abord à partir des idéaux de la Révolution française. Il y a tout un chapitre sur Saint-Just et les régicides, ceux donc, qui ont tué le roi. Puis, de manière plus décisive encore, à travers la mise en place de ce qu'il appelle une idéologie allemande. Alors, ce qu'il appelle l'idéologie allemande, c'est à la fois l'idéologie qui prend ses sources dans Hegel et dans Marx. Ce sont ces deux grandes sources, la vision hegelienne et la vision marxiste, avec cette fameuse utilisation de la dialectique historique. Et pour lui, cette idéologie allemande va accomplir le passage de la révolte métaphysique à la révolte historique en divinisant l'histoire. En divinisant l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu, le Dieu de la révolte métaphysique, est remplacé par l'histoire avec un grand H dans la révolte historique. Et c'est pour ça que pour cette histoire avec un grand H, tout peut être permis et tout est justifiable. La révolte historique s'appelle alors révolution. C'est-à-dire que là, il y a un changement de terme. La révolte historique s'appelle révolution. Alors, il y va quand même doucement. On accouche la pensée de Camus au fur et à mesure.
Il se demande si la révolution trahit la valeur de la révolte ou est-ce qu'elle en est le prolongement inexorable. Donc est-ce qu'il y a dans la révolution le même bien fondé que dans la révolte? Donc il ne va pas répondre tout de suite, il ne tranche pas tout de suite, mais il démonte, il va expliquer les rouages de la machine révolutionnaire. Et donc il explique, l'esprit révolutionnaire prend ainsi la défense de cette part de l'homme qui ne veut pas s'incliner. Simplement, il tente de lui donner son règne dans le temps. Refusant Dieu, il choisit l'histoire par une logique apparemment inévitable. C'est-à-dire, le révolté qui devient révolutionnaire parce qu'il veut incarner sa révolte dans l'histoire, veut avoir sa place dans ce temps historique. Alors que dans la révolte métaphysique, bon, il n'y a pas de temps. C'est un temps sans temps. Et à partir du moment où on veut faire l'histoire, avec un grand H, bon, là c'est l'esprit révolutionnaire qui refuse Dieu et choisit l'histoire. Et c'est là où on bascule, il y a un basculement décisif dans la généalogie de la révolte. En tuant le représentant de Dieu sur la terre, on expulse Dieu de l'histoire. Mais on fait de l'histoire le substitut laïque de l'éternité promise par la foi. C'est-à-dire qu'en fait, couper la tête du roi, c'est le roi qui était quand même de droit divin. C'était pas le roi fantoche, le roi de droit divin. C'est pour ça que c'est si important, et encore aujourd'hui, probablement dans l'inconscient collectif de la France, il y a ce sentiment de culpabilité limité d'avoir coupé la tête. Parce qu'en plus, couper la tête, c'est quand même hyper symbolique. Non, mais... Donc, en tuant le représentant de Dieu sur la terre, on expulse Dieu de l'histoire, mais on fait de l'histoire le substitut laïque de l'éternité promise par la foi. Donc toujours cette recherche d'absolu qui va donc s'exprimer différemment. Donc, on a les régicides, on a aussi les déicides, ce qu'il appelle les déicides, Hegel puis Marx, qui s'inscrivent dans cette dynamique dont apparaissent les effets meurtriers, le cynisme, la divinisation de l'histoire et de la matière, la terreur individuelle ou le crime d'État. Ces conséquences démesurées vont alors naître, toutes armées d'une équivoque conception du monde qui remet à la seule histoire le soin de produire les valeurs et la vérité. Donc, il va montrer que la révolte, elle est bienfaitrice parce qu'elle vise toujours l'unité, mais la révolution historique vise la totalité. Et donc, bon, facile de comprendre que cette totalité, elle devient vite totalitaire, pas totalisante, mais totalitaire et totalitarisme. L'une, la révolte, elle est créatrice, l'autre, la révolution, nihiliste. Et ça, c'est un de ses grands apports aussi, d'avoir montré que toute révolution, en fait, est nihiliste. Et il veut combattre cette tendance au néant, vouloir tout détruire dans cette perspective nihiliste. Alors, excuse-moi, tu peux nous dire un petit peu mieux ce que tu veux dire à propos de la révolte qui vise l'unité et la révolution qui vise la totalité? La totalité. La révolte vise l'unité. La révolte vise l'unité, la révolution historique, la totalité. C'est un peu ce qu'on a vu avec Lévinas. C'est-à-dire, la révolte vise l'unité. C'est ce qu'on a vu, l'esclave qui se révolte,
qui se révolte pour défendre une certaine vision de la nature humaine. Et donc l'unité, c'est-à-dire tout être humain, voilà, cette vision d'unité, unité qui comprend l'altérité. C'est-à-dire c'est l'esclave, mais c'est aussi le maître. Tous participent de cette même nature humaine qui est unitaire et qui accepte les différences, hein, l'altérité, comme dirait Lévinas. Alors que la révolution historique, donc qui veut s'incarner dans l'histoire, recherche la totalité. C'est-à-dire un monde à la fois clos sur lui-même et qui exclut l'autre, qui exclut aussi la notion de limite. C'est-à-dire, la totalité, c'est l'absolu incarné sur Terre, quoi. Totalité. Et unité et totalité, c'est pas pareil. Et ça exclut la transcendance ou pas? De quoi? Historique. Ça place l'histoire dans une position transcendante, alors que l'histoire, par définition, elle est dans le mouvement. C'est-à-dire, ça fige. Le problème de mettre l'histoire à la place de Dieu, c'est que ça fige cette notion d'histoire. C'est pour ça qu'on met un grand H. Et ça, c'est vrai que Hegel peut être compris comme ça. Ça fige ce qui est mouvement, ce qui est plastique. C'est-à-dire que voilà, on combat pour l'histoire, donc on fige un rôle dans cette histoire. Alors que l'histoire, elle est, bien sûr, elle est peut-être mue par un certain nombre de grandes idées, hein, comme disait Hegel. C'est l'idée, les idées mènent l'histoire. Ok, il y a les idées, mais il y a aussi ce que les hommes vivent de ces idées. Et on ne peut pas dire que l'histoire, elle est que transcendance. Hein, elle est, justement, on parle des cycles historiques, c'est bien qu'il y a des mouvements. Hein, phénomène de crise est caractéristique de ça. Comment s'incarne cette révolution, non pas personnelle, mais humaine, finalement, dans le cadre de la révolution historique? La révolte. Chacun qui est révolté, qui est révolté, mais en ayant conscience que sa révolte est... C'est le sujet du bouquin. Et oui, mais j'arrive pas à comprendre. Bon, il faut lire le bouquin, alors. Non, mais c'est pas fini. Hein. J'ai pas fini, tu vas voir. Dans les 10 minutes qui restent, ça va devenir lumineux. Tout va s'éclairer. Alors, peut-être. Il dit, la révolte naît de l'affirmation d'une limite à ne pas dépasser pour préserver la dignité humaine. C'est-à-dire, justement, la révolte, elle vient du fait qu'on pense qu'il y a une limite qui a été transgressée. C'est l'esclave qui se révolte parce qu'il y a un moment où trop c'est trop. Donc ce qu'il acceptait jusqu'alors, là, il ne l'accepte plus, il fait volte-face. Donc, c'est bien la transgression d'une limite. Donc ça veut dire qu'il y a une limite dans la révolte. Mais la révolution trahit ce mouvement originel en prétendant conquérir par l'action, hors de toute règle morale ou métaphysique, c'est hors de toute limite, un être neuf. C'est-à-dire que là, on s'autorise le fait de ne plus avoir de limite. C'est parce qu'elle ne reconnaît aucune limite à son but ultime que la révolution tourne au délire historique. Le totalitarisme marxiste et son rêve de société sans classe illustrent cet aveuglement utopique. C'est-à-dire que là, on perd la notion, justement, de limite. Donc, ce qui avait justifié la révolte disparaît. On se révolte parce qu'il y a transgression d'une limite, et dans le passage à la révolution historique, plus de limites. Nos limites. Vous connaissez ça, hein? Nos limites. Plus de limites. Alors ça, c'est très très important dans la vision de Camus. L'existence salutaire de limites dans la révolte n'existe plus dans la révolution, d'où la démesure de toute révolution.
Et il va, là encore, appeler une figure grecque, qui est la fameuse déesse Némésis. Il y a de très belles pages sur Némésis. La mesure. Oui, aussi, lui, il l'interprète comme la déesse de l'harmonie, de la mesure, et pas simplement de la mémoire. Némésis. Il y a de très belles pages. Némésis, déesse de la mesure. Vous voyez, il le dit. L'égarement révolutionnaire s'explique d'abord par l'ignorance ou la méconnaissance systématique de cette limite qui semble inséparable de la nature humaine et que la révolte justement révèle. Alors là, cette pensée des limites, vous l'avez à de très nombreuses reprises. La révolte porte au jour la mesure et la limite qui sont au principe de cette nature. Cette limite était symbolisée par Némésis, déesse de la mesure, fatale ou démesurée. Une réflexion qui voudrait tenir compte des contradictions contemporaines de la révolte devrait demander à cette déesse son inspiration. Donc clairement, il demande l'inspiration de Némésis, la mesure. Alors, il y a plein de passages là-dessus. C'est le début. Qu'est-ce qu'un homme révolté? Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui. Ça, c'est la pensée de midi, qu'on va voir. C'est-à-dire la pensée qui harmonise les contraires. Donc, ce n'est pas simplement un homme qui dit non. C'est aussi un homme qui dit oui. Là-dessus, il est très nietzschéen. Dire oui à la vie. Hein. Donc, un homme, c'est aussi un homme qui dit oui dès son premier mouvement. Un esclave qui a reçu des ordres toute sa vie juge soudain inacceptable un nouveau commandement. Quel est le contenu de ce non? Il signifie par exemple, les choses ont trop duré, jusque-là oui, au-delà non, vous allez trop loin. Et encore, il y a une limite que vous ne dépasserez pas. En somme, ce non affirme l'existence d'une frontière. Voilà. Notion de limite, de frontière qu'on a donc dans la révolte et qui disparaît dans cette notion d'esprit révolutionnaire. Et c'est André Breton qui va s'insurger. Qu'est-ce que c'est que ce fantôme de révolte que Camus s'efforce d'accréditer? Une révolte dans laquelle on aurait introduit la mesure, une révolte vidée de son contenu passionnel, que voulez-vous qu'il en reste? C'est ça, c'est pour ça que cette question de mesure, de limite, de frontière, elle est vraiment clé. Et c'est ça qui fait sursauter les existentialistes et les surréalistes. C'est-à-dire, ce n'est plus que quelque chose de mou, quoi. Alors, donc, comme il dit, au lieu de tuer et mourir pour produire l'être que nous ne sommes pas, nous avons à vivre et faire vivre pour créer ce que nous sommes. Bon. Comment on peut définir, excusez-moi, la pensée de midi? Alors, j'y viens. C'est formidable. Servez sera. C'est le dernier chapitre. C'est le dernier chapitre, il est court, qui s'appelle La pensée de midi, puisque c'est un peu le résumé de sa proposition. Parce que là, il a fait le constat, il a critiqué, il a analysé. Bon, mais qu'est-ce qu'il propose? Et cette pensée du midi, c'est une expression qu'il emprunte à Nietzsche. C'est une révolte ou une révolution avec limite, avec frontières, sans nihilisme. C'est ça la pensée de midi, et qu'il propose vraiment comme un nouvel humanisme, c'est-à-dire une nouvelle manière de considérer l'homme. L'homme peut maîtriser en lui tout ce qui doit l'être, il doit réparer dans la création tout ce qui peut l'être,
après quoi les enfants mourront toujours injustement, même dans la société parfaite. C'est-à-dire, c'est une vision qui ne vise pas à l'absolu, hein, ou à la perfection. Il y aura toujours la souffrance, il y aura toujours la mort des enfants, il y aura toujours la vie. Donc, c'est une pensée en fait assez nietzschéenne dans le sens où c'est un non à certaines choses, mais c'est surtout un oui à la vie, avec toute sa complexité, ses contradictions, ses limites. C'est donc la pensée de midi qui s'oppose à la pensée de minuit, qui pour lui est la pensée de la terreur, de l'obscurité, où tout est figé. Alors, la pensée de midi, qui, je disais, c'est nietzschéen, mais c'est aussi pour lui quelque chose qui se fonde sur l'amour grec de la vie, de la lumière, du soleil, de la beauté. Camus était quelqu'un qui aimait beaucoup la vie. Il disait que beaucoup les femmes, bon, aussi. Et donc, cette pensée de midi privilégie, il dit, l'individu libre, réfléchi, altruiste, qui sait être un solitaire solidaire. C'est joli. Un solitaire solidaire qui s'épanouit dans l'interaction choisie avec ses semblables. C'est pour ça que cette pensée de midi, en fait, elle clôt là l'homme révolté, hein, mais elle ouvre sur le cycle de l'amour. C'est-à-dire la fraternité, la relation avec l'autre, le respect inconditionnel de l'autre, la solidarité. Mais alors ça, c'est Jésus qui l'a dit. Pas pour Camus, non. Donc, Camus oppose cette pensée de midi à la pensée de minuit, née de l'idéologie chrétienne du péché, inspiratrice des sociétés d'ordre et de la colonisation des masses qui écrasent l'individu. Probablement, ils auraient été en phase avec peut-être le message originel christique, mais pas avec ce qu'il est devenu. Donc midi, c'est le zénith. C'est un point fugace d'équilibre. Il faut pas autant minuit est quelque chose d'un peu fixe hein, dans les ténèbres. Le zénith, c'est un point fugace d'équilibre, car on ne reste pas à midi, on passe aussitôt à un autre temps, mais il y a un moment par lequel on passe et c'est midi. Ce midi symbolise la tension des extrêmes. Rappelez le petit passage sur la révolte est un état de tension permanente. Ce qu'on retrouve dans la pensée de midi. C'est la tension des extrêmes, un point de tension lucide et périlleux. C'est une pensée de risque, de prise de risque. Une pensée aventureuse, parce que rien n'est jamais totalement certain ni acquis. Hein, c'est une pensée d'équilibriste, quoi, où à chaque instant on essaie de concilier les contraires. Donc, absurde, suicide, révolte, meurtre. Bon. La pensée du midi, c'est une image, hein, en fait, pour montrer cette tension. Elle invite à considérer que tout dans le monde doit trouver sa mesure. L'absolu est dangereux. La morale elle-même est dangereuse quand elle devient intransigeante et entraîne procès et jugement. Bon, là on était en plein procès stalinien, hein, donc il donne un certain nombre d'exemples historiques.
L'homme d'aujourd'hui qui rit de sa révolte en sachant que cette révolte a des limites, qui exige la liberté et subit la nécessité, cet homme contradictoire, déchiré, désormais conscient de l'ambiguïté de l'homme et de son histoire, cet homme, c'est l'homme tragique par excellence. Conscient de l'ambiguïté, de l'ambivalence. Vous voyez, un certain nombre de concepts qui s'opposent à l'absolu. Complexité, contradiction, ambiguïté, ambivalence, remise en cause, équilibre, tension. Tension, c'est pas crispation, hein, c'est tenir en même temps des contraires. Donc c'est ça qui le rend très proche de ce sens du tragique grec. Et aussi nietzschéen, dionysiaque. C'est Apollon Dionysos, disait Nietzsche. Bon, c'est un peu méchant pour Apollon. Parce qu'il voyait Apollon comme la stabilité, celui qui est Apollo, c'est-à-dire sans pôle, au centre, l'axe. Et donc un peu rigide. Ce qui n'est pas que ça, Apollon, parce qu'Apollon, c'est quand même le maître de la parole oraculaire. Donc s'il y a quelque chose qui est pas rigide, c'est l'oracle. Bon, enfin bref. Et Dionysos. Donc le oui à la vie, c'est le oui à Dionysos, c'est-à-dire à la transgression des limites. Mais pour pouvoir transgresser des limites, il faut qu'il y en ait. Et c'est jamais une transgression totale et radicale des limites. Parce que même à la fin des fêtes dionysiaques, l'ordre revenait. C'était une transgression savamment canalisée, on va dire. C'était pas un déferlement de violence. On soulevait la soupape de la cocotte. Et ensuite on revenait à Apollon. Donc c'est ça qui l'inspire aussi Camus, cette alternance ou cette complémentarité Apollon et Dionysos. Si on n'est qu'Apollon, ça peut être raide, trop solaire, trop lumineux, sans ombre. Si on n'est que Dionysos, c'est la transgression excessive et donc violente. Chaque extrême est violent. Il faut marier les deux. C'est ce que les Grecs avaient compris. Enfin, et c'est pour ça que Camus est très païen, est très grec là-dessus. Donc, il va faire toute une... alors ça, c'est quelque chose qui peut nous plaire, vraiment une apologie de cette pensée de la Méditerranée. Cette pensée de midi, c'est aussi la pensée de la Méditerranée. Alors évidemment, Tipaza, retour à Tipaza, les noces, etc. Et qui l'oppose. Comment ? Oui. Oui. Et évidemment, la Grèce, elle est en Méditerranée. Hein. Et il l'oppose un peu de manière un peu binaire à cette idéologie allemande, venue du Nord, qui n'a pas la chance d'être sur les rivages de la Méditerranée et qui va être pour lui si meurtrier. Donc il fait de la Méditerranée, il dit, où l'intelligence est sœur de la dure lumière. Il fait de cette Méditerranée le territoire de la mesure et de cette pensée de midi qu'il oppose à la lâche démesure des idéologies. Alors il écrit, lorsque l'Église a dissipé son héritage méditerranéen, elle a mis l'accent sur l'histoire au détriment de la nature. Voilà. Cette place de l'histoire, elle a mis l'accent sur l'histoire au détriment de la nature, fait triompher le gothique sur le roman. Bon, on voit sa préférence.
Pourtant, le gothique, c'est quand même magnifique. Mais ça vaut pas le roman. Ah bon, je vois qu'il y a des romanesques là. C'est autre chose. Et détruisant une limite. Ce qu'il reproche au gothique, c'est justement, quand on voit le nombre de cathédrales gothiques qui se sont effondrées, c'est vrai qu'il y avait cette volonté de dépasser les limites, de s'abstraire de la gravitation, d'aller toujours plus haut. Alors, ça nous donne des cathédrales magnifiques. Mais il y avait un peu cette soif d'absolu. Alors que dans le roman, on se sent quand même plus protégé, comme dans un cocon. Alors, fait triompher le gothique sur le roman, et détruisant une limite en elle-même. C'est toujours cette question de limite. Elle a revendiqué de plus en plus la puissance temporelle. Ça, c'est le grand reproche à l'Église aussi. C'est pas tant sur le credo, disons la vision initiale chrétienne, mais ce que l'Église est devenue, en devenant une Église politique et historique. La nature qui cesse d'être objet de contemplation et d'admiration ne peut plus être ensuite que la matière d'une action qui vise à la transformer. Bon, voilà, la Méditerranée où l'intelligence est sœur de la dure lumière garde le secret. C'est-à-dire lui, voilà, il est un amoureux inconditionnel de cette Méditerranée. Et c'est un peu ça la pensée de Alors, il dit aussi, parce que bon, il est bien vrai que la démesure peut être une sainteté. Il dit, bon, la démesure peut être une sainteté lorsqu'elle se paye de la folie de Nietzsche. Quand on s'appelle Nietzsche, bon, on peut se permettre d'être un peu démesuré. Paye par la folie. C'est comme il a, parce qu'il a aussi quelques très belles lignes sur Rimbaud. Bon, il n'aime pas tout de Rimbaud, mais il dit, bon, quand même, c'est le plus grand des poètes. Quand on s'appelle Rimbaud, bon, on peut se permettre d'être pas toujours cohérent dans ses choix de vie. Mais il faut s'appeler Rimbaud. Ou il faut s'appeler Nietzsche. Et dans ce cas, la démesure peut être une sainteté. Mais il faut aussi voir que la démesure, ça c'est intéressant, la démesure est un confort. La démesure est un confort toujours et une carrière parfois. Bon, là, il y a la petite pique bien envoyée à ceux qui font carrière de démesure. Mais confort, ça c'est intéressant. La démesure est un confort. La mesure, au contraire, est une pure tension. Ça c'est un peu contraire à ce qu'on peut imaginer que la démesure est inconfortable, alors que la mesure, c'est un juste milieu, bien plan-plan, bien confortable. C'est exactement l'inverse. C'est l'inverse. C'est la démesure qui peut être une posture de confort. Alors que la mesure, cet équilibre, cette pensée de midi, c'est une pure tension. Donc, c'est totalement inconfortable. C'est là où il y a le risque. Et dans la démesure, on se lâche. C'est facile. Pas forcément. Il dit, c'est confort. Oui, disons, après... Donc, la mesure, au contraire, est une pure tension. La vraie folie de démesure meurt ou crée sa propre mesure. La mesure n'est pas le contraire de la révolte, c'est la révolte qui est la mesure, qui l'ordonne, la défend et la recrée à travers l'histoire et ses désordres. Il y a une dialectique mesure, limite, désordre, pour pouvoir accepter le désordre. Vous voyez, le désordre, c'est pas la démesure. Enfin, réfléchir. La mesure née de la révolte ne peut se vivre que par la révolte. Elle est un conflit constant
perpétuellement suscitée et maîtrisée par l'intelligence. Donc, cette pensée de midi, c'est un éloge de la mesure, la tension des extrêmes, la tension des contraires, et elle prône, au lieu de l'absolu, la vertu plutôt de tempérance. Là, il revient à la vertu platonicienne, la vertu cardinale, la tempérance. Cette volonté révèle ce désir d'harmonie pour ne plus être un étranger au monde. C'est-à-dire pour, comme disent les phénoménologues, être au monde. Être au monde, dans un rapport harmonieux. Donc lui, cette pensée de midi, c'est le chantre de l'harmonie, de la mesure et donc d'une certaine tempérance dans les postures. Alors, on finit. Je vais vous lire un tout petit peu de la fin. La fin, où il y a une très très belle image, justement sur cette tension. Au midi de la pensée, le révolté refuse ainsi la divinité pour partager les luttes et le destin commun. C'est vrai que ça vient après tout un raisonnement sur Dieu. Nous choisirons Ithaque. Là on voit voilà, le grec amoureux d'Ulysse. Nous choisirons Ithaque, la terre fidèle, la pensée audacieuse et frugale, l'action lucide, la générosité de l'homme qui sait. Dans la lumière, le monde reste notre premier et notre dernier amour. Nos frères respirent sous le même ciel que nous, la justice est vivante. Alors naît la joie étrange qui aide à vivre et à mourir et que nous refusons désormais de renvoyer à plus tard. Sur la terre douloureuse, elle est livrée inlassable, la mère nourriture, le vent dur venu des mers, l'ancienne et la nouvelle aurore. Avec elle, au long des combats, nous referons l'âme de ce temps et une Europe qui, elle, n'exclura rien. Vous savez qu'il a dirigé pendant longtemps la revue Combat. Combat, donc c'est un homme de combat. Nous referons l'âme de ce temps et une Europe qui, elle, n'exclura rien. Ni ce fantôme Nietzsche que pendant 12 ans après son effondrement, l'Occident allait visiter comme l'image foudroyée de sa plus haute conscience et de son nihilisme. Ni ce prophète de la justice sans tendresse qui repose par erreur dans le carré des incroyants au cimetière de Highgate. Ni la momie déifiée de l'homme d'action dans son cercueil de verre. Ni rien de ce que l'intelligence et l'énergie de l'Europe ont fourni sans trêve à l'orgueil d'un temps misérable. Tous peuvent revivre en effet auprès des sacrifiés de 1905. Parce qu'il explique aussi toute la grandeur de la révolution russe de 1905 et la différence avec celle de 17. Ça, c'est aussi un élément historique intéressant. Mais à la condition de comprendre qu'ils se corrigent les uns les autres et qu'une limite, dans le soleil, les arrête tous. Chacun dit à l'autre qu'il n'est pas Dieu. Ici s'achève le romantisme. À cette heure où chacun d'entre nous doit tendre l'arc pour refaire ses preuves, ça c'est la fameuse épreuve donnée aux prétendants de Pénélope, à Ithaque. À cette heure où chacun d'entre nous doit tendre l'arc pour refaire ses preuves, conquérir dans et contre l'histoire ce qu'il possède déjà, la maigre moisson de ses champs, le bref amour de cette terre, à l'heure où naît enfin un homme, il faut laisser l'époque et ses fureurs adolescentes. L'arc se tord, le bois crie. Au sommet de la plus haute tension va jaillir l'élan d'une droite flèche, du trait le plus dur et le plus libre.
Ça, c'est ainsi que La poésie. s'achève cette vision de la terre ensoleillée d'Ithaque avec le retour d'Ulysse et l'épreuve, vous voyez, où il faut toujours refaire ses preuves. Hein, ça, c'est vraiment la pensée de Midi, de cet équilibre, de cette tension extrême où, comme il dit, on peut toujours, tous peuvent revivre, tous ceux, les Nietzsche, les Staline, tous peuvent revivre à condition comme on dit, qu'ils se corrigent les uns les autres et qu'une limite les arrête tous. Qu'est-ce qui est enterré à Highgate? Je n'ai pas compris. Ce prophète de la justice sans tendresse qui repose par erreur dans le carré des incroyants au cimetière de Highgate. Ça c'est une colle. Il faut chercher qui est enterré au cimetière de Highgate. Quelqu'un sait? Au cimetière de Highgate dans le... on va chercher. Oui, on va chercher. Ça doit être quelqu'un d'important. Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on gagne? La joie de comprendre la fin de l'homme révolté. Bon, c'est la fin du dernier chapitre qui s'appelle La pensée de Midi, justement, qui est un peu les fondements de l'humanisme qu'il prône. On va chercher, puis on va se donner la réponse la semaine prochaine. Highgate, à mon avis, Highgate, c'est en Angleterre. Non? Highgate, ça s'écrit comme la haute porte. H-I-G-H. Ah, Marx! C'est Marx. Bah oui. Il est enterré en Angleterre. Ben voilà, le carré des incroyants. Donc Nietzsche, Marx et Staline, le cercueil de verre, ou Lénine. Le cercueil de verre, c'était Lénine. Donc c'est Marx qui est enterré au cimetière de Highgate. Super. On est intelligent grâce à Internet. On est savant. On est savant. Bon, il est 12h, il est 13h.